Bonsoir à tous et bienvenue pour ce 85e Behind the Ring. Nous avons le plaisir aujourd'hui d'accueillir encore un personnage bien connu de la boxe anglaise en France. C'est monsieur Nefel Ouattara, champion de France professionnel de boxe anglaise en poids lourd 6 fois. Il a également été 5e aux Jeux Olympiques de Pékin en 2008. Un parcours très riche, il est dans la boxe depuis longtemps, il pratique la boxe depuis tout petit. Il va nous permettre de pouvoir aller à sa rencontre, de pouvoir faire connaissance avec lui. Ça va, tu vas bien? Ça va, écoutez toi. Ouais, super, super. Je voudrais déjà te remercier de nous accorder un petit peu de temps et de pouvoir partager ce moment avec nous. Je tenais à m'excuser. Déjà, bonsoir à toi et bonsoir à tous ceux qui regardent. Pour l'instant, je crois qu'ils sont 10. Oh, Yes, pas ça va mal. monter. Ouais, donc du coup, je tenais à m'excuser parce que du coup, c'est vrai que tu m'avais contacté au mois de septembre, il me semble. Ouais, voilà, et au mois de septembre, ou fin septembre ou début octobre, et moi j'étais en pleine prépa pour le championnat de France que je devais disputer le 10 octobre à Bercy, et du coup, c'est vrai que c'était un petit peu just en timing. Mais il n'y a pas de souci. Écoute, là, le principal, c'est que tu sois avec nous et on a plein de choses à se dire et à raconter aujourd'hui. Alors, on va te laisser la parole tout d'abord pour que tu puisses nous raconter comment tu as rencontré la boxe. C'est quoi ta première rencontre avec la boxe? Bah, après, je vais pas faire dans l'original, hein, mais mes premiers souvenirs de boxe, forcément, c'est Rocky, Ouais. hein, tout petit. C'est pas ce qui m'a donné envie de faire de la boxe. En fait, moi, j'ai toujours été un garçon pas hyperactif, pas turbulent, mais c'est vrai que voilà, j'ai besoin de m'exprimer, j'ai besoin à l'école, voilà, on me prenait toujours pour bavardage, donc c'est vrai que j'avais du mal à me concentrer, pas dans l'agressivité, mais c'est vrai que voilà, Dynamique. j'étais très dynamique, très D'accord. dynamique. Hmm. Tu trouves les mots pour moi, c'est impeccable. J'en ai pris pas mal à la tête. Comme au Non, non, boulot. mais en plus, quand tu racontes ça, il y a plein de gens, moi le premier, qui se retrouvent là-dedans en disant t'es venu à la boxe parce que forcément tu avais un trop plein d'énergie, tu avais de l'envie, quoi. C'est ça. C'est ça. Après, bon, il y a un concours de circonstances aussi, hein, parce que moi, je débute la boxe en 98. Oui, En 98, on a eu un gros événement en France, si tu te souviens. absolument, Coupe du Monde. Voilà. Donc, c'était la Coupe du Monde. Donc, après la Coupe du Monde, on a tous voulu se prendre pour Zizou et consorts. Donc, j'ai essayé le foot. On avait un petit club ici, là, dans la région lyonnaise. J'y suis allé et, ouais, non, j'ai pas fait mouche. J'ai pas Ouais. fait mouche. Donc, du coup, je cherchais quoi faire. Et en fait, juste en face de chez moi, il y avait une salle de boxe. Et en fait, cette salle de boxe, je la voyais plus petit, en fait, parce qu'avec l'école, c'était un complexe où il y avait une salle de ping-pong, une salle de lutte et une salle de boxe. Et à chaque fois, c'est vrai qu'à chaque fois que je passais devant la salle et que je voyais le ring, eh ben, ça me faisait quelque chose. Et on n'avait pas le droit d'entrer. En plus, la gardienne ne nous laissait pas entrer. Donc, automatiquement, ça suscitait l'envie chez nous. Hmm. Donc, je regardais et rêveur, en fait. Et du coup, je me suis dit, mais en fait, pourquoi pas aller là-bas? Et donc, je me suis retrouvé là-bas et à pousser la porte et j'y ai très vite pris goût. Très bien, écoute, c'est déjà un premier passage. Comment tu as accédé ensuite à la compétition? Qu'est-ce qui t'a dit? Comment tu t'es dit je vais faire de la compète? Sélection naturelle. Sélection naturelle, et c'est ce que je recommande à beaucoup de gens aujourd'hui parce que malheureusement, on arrive dans une époque où on essaye de créer des champions coûte que coûte, Mhm. alors que non, il y a un truc qui marche très bien et un truc qu'on peut voir chez les meilleurs au monde, les Cubains, c'est la sélection naturelle. Oui, C'est un truc, c'est l'homme, il est fait comme ça, pour survivre, pour être le meilleur dans une catégorie. Ça ne veut pas dire que s'il est mauvais en boxe, il sera mauvais en maths, ou inversement, mais voilà, on a tous des facultés à développer dans certaines branches ou certaines disciplines. En fait, moi, je suis arrivé là-bas, dans ce club, qui est le club pugilistique de l'Arbanais. Quand je suis arrivé, je crois, on était une dizaine de gamins. On était une dizaine de gamins. Et ce qui s'est passé, c'est que à cette époque-là, dans le club, il n'y avait pas de section éducative. Il n'y oui. avait qu'une section amateur et que quelques professionnels. Donc, quand tu arrivais là-bas, c'était dur. Il n'y avait pas de touche, il n'y avait pas de. C'était dur tout de suite. Et l'entraînement, et je me souviens l'échauffement même, parce que l'échauffement durait quasiment 45 minutes, c'était un truc de fou. Donc, déjà à l'échauffement, Ah, tu ça avais la faisait sélection amateur. l'écrémage. Ça faisait l'écrémage Ah. déjà. Je crois qu'au bout du deuxième entraînement de 10-15, on est passé à 5-6.
Ouais. Et au bout d'une semaine, je suis resté dernier. D'accord. Très bien. Voilà. Donc naturellement, tu faisais partie des leaders déjà de ce club-là. Oh, pas leader, non, 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 pas du tout, pas du tout, non, non. J'étais vraiment le petit, leur petit protégé. Mais c'est Mhm. vrai que c'était vraiment dur. Quand tu as 13 ans et que tu te retrouves à faire des marches en canard et des sauts et des. Attention, on avait vraiment l'entraînement à l'ancienne. Parce que nous, en fait, nos premiers entraîneurs, enfin, les premiers entraîneurs que j'ai connus, venaient du Zaïre, Ouais. de l'ex-Zaïre du Congo. Ouais. Et c'était des gamins qui avaient suivi Mohamed Ali pendant Rumble in the Jungle, qui Ouais. couraient avec lui et qui s'étaient inspirés de son entraînement. Donc c'était un entraînement qui était déjà assez dur. Mais Mhm. eux, ils ont apporté ça du coup en France. Comme dans D'accord. beaucoup de cas d'ailleurs, je pense qu'il y a beaucoup d'anciens boxeurs du Zaïre qui sont en France et qui ont transmis cette passion. Et qui s'inspire de ça. Ouais. Exactement. Et du coup, en fait, comme je te dis, moi, j'avais pas 13 ans encore, parce que c'était en septembre, moi, je suis né en novembre, donc j'avais pas 13 ans encore, et je me retrouvais le plus jeune après moi avec 18 ans. Tu vois, donc c'était un peu plus mûr, un peu plus solide, tu vois. Donc moi, j'étais obligé de m'accrocher, de serrer les dents. J'ai pleuré plein de fois. Hein. Au début, tu sais pas prendre des coups, tu sais pas. Donc, voilà. Je me suis accroché et ils ont vu qu'au bout d'un mois et demi, 2 mois, ils se sont dit ah, pourquoi pas le lancer en éducatif. Parce qu'à cette époque-là, j'étais encore minime, je crois, donc il n'y avait pas de boxe amateur. Donc voilà, ils ont dit ouais, il y avait deux entraîneurs, il y en a un qui officie encore aujourd'hui, il s'appelle Achille Omami, un très très grand monsieur. C'est un monsieur que j'ai connu qui était mon premier entraîneur, que moi je voyais mettre les gants encore à 45 ans à l'époque, avec D'accord. des gamins de 20 ans et leur mettre des fessées. Et ce monsieur, il m'a transmis l'art de se mouvoir sur un ring. Grâce à lui, j'ai appris que la boxe, c'était vraiment une chorégraphie. Et aujourd'hui, tu peux le voir dans le coin de Michel Soro. D'accord. Ah, il y a du monde à l'Apollo, hein. Ouais, il y a du monde à la salle. Pour faire quoi, non. Et Ouais, donc, ouais. ouais, donc ce monsieur, il m'a vraiment, voilà, il m'a vraiment fait aimer la boxe. Il m'a vraiment fait comprendre que c'était pas de la bagarre, que c'était vraiment un art. Et donc, du coup, ils se sont dit, bon, bah, il y avait lui et monsieur Luaka. Et ils ont dit, bon, bah, on va l'envoyer en compétition. Donc, 2 mois et demi après, je crois, début décembre, j'ai fait mon premier assaut. D'accord. Super. Donc, c'est Voilà. vraiment les premiers pas que tu as fait jusqu'à la boxe éducative. Ah, c'était dur, hein. Ouais, C'est- j'imagine, ouais. Et en plus, quand tu racontes ça, ça veut dire que déjà très jeune, tu étais intégré avec le groupe adulte, en fait, dans ton club, c'est ça? Et ben, en fait, justement, c'est pour ça que j'aime vraiment ce sport parce que du coup, grâce à la boxe, pas que j'ai pas de famille, hein, j'ai une famille, Hmm. j'ai une éducation, mais la Non, boxe mais m'a vraiment c'est une marqué. famille, le club, c'est sûr. Quand tu as 13 ans et que tu te retrouves avec des mecs de, je te dis, le plus jeune 18 ans et la moyenne de la Ah ouais. vingtaine, et ben, même dans ta gamberge, tu Ben, grandis. ben, c'est normal. Tu Ah grandis, ouais. tu as plus, voilà. Avant, enfin, je dis pas que plus jeune, j'étais un bandit ou quoi, mais je traînais moins, j'allais moins jouer au foot. Hmm. C'était que la boxe. Une fois que j'ai Bien découvert sûr. que ça, c'était que Ouais, la boxe. c'était vraiment un objectif et un vrai but pour toi. C'est exactement ça. C'était simple. C'était, Hmm. tu vas en cours, tu rentres, et à Tu bosses. l'entraînement, Ouais. tu sors tes HS, Et c'est et, fait. voilà. Et le Très bien. week-end, les compétitions qu'on y avait. Carrément. Alors après, le parcours a fait, tu as avancé. Donc en amateur, tu vas nous raconter un peu ce qui s'est passé. Tu as été aux Jeux Olympiques de Pékin. C'est quelque chose. Cinquième, je le disais, donc aux Jeux Olympiques de Pékin 2008. Raconte-nous ce qui s'est passé entre le moment de la boxe éducative jusqu'à ces Jeux Olympiques de Pékin. Je vais essayer de la faire brève. Oui. Alors, donc à Villeurbanne, euh, donc je suis arrivé je te dis en 98. J'ai fait 2 saisons. J'étais un super léger à l'époque. Ouais. Euh, Il y a à longtemps, il y a 13 ans, longtemps, il y a longtemps. ah ouais, à 13 ans, je suis bien 80 pour 63 kilos, donc j'étais super Ouais. léger. La première année, je crois que je fais même pas champion régional. Mhm. L'année d'après, je passe en 75 kilos, donc je prends 10 centimètres. Mhm. Même un peu plus, parce que ouais, je crois que cette année-là, je me mesurais 1,90 à 92 à, pareil, 15 ans après, Mhm. et 14-15 ans. Et du coup, là, j'ai vu que j'avais vraiment mis tout en place pour progresser et tout. Je finis champion de France éducatif. Ok.
derrière, il y a un truc super ce qui se passe, c'est que nous, à Lyon, on avait une très grosse structure qui était le Ring lyonnais, qui est dans l'ouest lyonnais, où on avait Fabrice Chiozo, Assine Chérifi, en gros, tout le gratin de la boxe lyonnaise était là-bas. Et malheureusement, cette salle, elle a éclaté suite au départ de monsieur Jean-Marc Perronneau. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que ces champions sont venus s'entraîner avec nous. Donc, moi, par 15 ans, je commence à m'entraîner avec Yassine Chérifi, avec des mecs qui s'appellent Guy Alton, Aimé Bafouta, Philippe Bafouta. À l'époque, c'est des pointures pour nous. Bien sûr. Donc, pareil, ça prend énormément. Je passe amateur en cadet. J'étais en mi-lourd. Je fais champion aussi en mi-lourd. Et ensuite, au bout d'une saison, ça a éclaté. Le club a éclaté. On ne sait pas ce qui s'est passé en 2001. Entre-temps, pareil pour la petite anecdote, j'en avais parlé déjà en interview, à ce moment-là, j'ai eu la chance de rencontrer Virgil Hill. Oui. Voilà, qui a boxé Mormec, je crois, c'est ça? Non, Chiozo, c'est la nouvelle. Chiozo, c'est ça, oui. C'est ça, oui. Et qui est juste à côté de chez moi, là, à l'Astrobal, ici, à Birman. Et ce qui se passe, c'est que c'était déjà une des premières grandes expériences que j'ai vues, parce que j'ai assisté à un championnat du monde. J'ai aussi côtoyé un championnat du monde. Donc, voilà, au niveau de la vocation, ben, ça renforce son envie. Et, donc, à la fin de l'année, on ne sait pas ce qui se passe. C'est une mauvaise gestion, je ne sais pas. Je me souviens plus de ce qui s'est passé. J'étais gamin, 1, 2, 3. Ouais, ils sont en train de y aller à court à côté, c'est pour ça. Non, mais c'est bien, c'est super super l'ambiance. Mais du coup, donc le club éclate. Et à ce moment-là, le coach qui s'appelle Miloud Bouadjabou Abdallah, qui est un ancien équipe de France en 1980. Donc, écoute, tu as deux options. Soit à Faisin, ça a bougé pas mal, mais qui est quand même à une vingtaine de kilomètres de chez moi, quand tu as 15 ans sans voiture. Voilà. Ou alors, Kervin, qui est la commune. Et là, voilà, il y a des membres de l'équipe de France, l'entraîneur est un ancien de l'équipe de France. Donc voilà. Et ce qui se passe, c'est que moi, je vais à Vaux-en-Velin, justement. Je fais la connaissance du coach qui est assez jeune à cette époque-là, qui s'appelle Nordina Robeg. Nordina Robeg, c'était un mec qui a été champion de France amateur. Ben, c'était la génération à Christophe Mendy, Jean-Paul Mendy. 96, Atlanta 96. C'est ça. Ouais. Voilà. Et donc, il me prend sous son aile. Et à cette époque-là, tu as déjà des boxeurs assez confirmés parce que tu as, exemple, Saber Bouzayan. Qui était. À Vaux-en-Velin aussi. Ouais. Exactement. Qui a été en équipe de France une dizaine d'années, qui était le rival de Willy Blin. Oui. Tu avais des garçons qui étaient. Voilà, on avait pas mal de compétiteurs et vraiment là-bas, j'ai vraiment découvert ce que le haut niveau c'était parce qu'avec avec cet entraîneur, Gina Robek, j'ai vraiment. Comment dire capitaliser en fait j'ai compris les entraînements du haut niveau et ce qui se faisait en équipe de France. Donc derrière phase junior, jusqu'à une équipe en France en première année, en deuxième année, c'était une super expérience. On avait beaucoup de garçons, dont par l'heure actuelle, de Cédric Butu, Nordino Bali, Sofiane Takouche. Voilà, on était toute une génération. En plus, tu disais que c'était le 85e live. Ouais. Et nous, on est justement la génération 85. 85, et bah tu vois. Voilà, c'est ça. Et du coup, super expérience donc en junior. Malheureusement, je fais une sélection en équipe de France, mais ça se passe très mal parce que j'ai mal été pris en charge par le sélectionneur à l'époque. Ensuite, je passe senior. Donc moi, à cette époque-là, mon objectif, c'était l'équipe de France. Je passe senior en 2004, l'année des Jeux d'Athènes. Et le numéro 1 à cette époque-là, c'était le fameux Christophe Bétinger. Oui. Donc, clash en demi-finale du championnat de France amateur, le champion junior sortant contre le champion senior. Il me bat. Il n'y a rien à dire. Bon, après, les années olympiques, les scores, ils sont un petit peu larges. Mais grand respect à Christophe. Moi, c'est un garçon que j'apprécie. Je me rappelle, il était dans le groupe de l'INSEP à cette époque-là. Il était d'ailleurs dans ma classe au BE. Et effectivement, c'est vrai qu'il était, il était bon. C'est sûr que c'était un bon boxeur. Ah non, Christophe, il était en fait, c'est par un concours de circonstances qu'il ne peut pas participer aux qualifications d'Athènes. Parce que le mec, moi, je le vois médaillé. Et en plus, Christophe Bétinger, c'est juste un excellent mec.
C'est un des mecs que j'ai affronté, que je suis fier de dire aujourd'hui, bah, c'est mon pote. Quand je le vois, c'est une grande accolade. Absolument. J'ai un énorme respect pour ce garçon. Après, tout ce qui s'est dit dans les médias et tout, C'est moi, l'actualité. Mais j'en ai- il y avait quelque chose avant ça, quoi. ah non, mais moi, j'en ai beaucoup parlé autour de moi, parce qu'à Lyon, forcément, automatiquement, tu vois, quand il y a eu le fait divers, Ouais, on s'est tourné vers moi. Ah, tu connais, t'as vu le boxeur et tout. Je lui ai dit, ouais, ouais, mais attention à ce qu'on vous dit, parce que c'est un très bon mec. Ça a bien été mon sûr. adversaire, mon ami. C'est devenu mon ami. Si tu comprends que le mec d'adversaire, c'est devenu mon ami, je pense que tu vois qu'humainement, voilà, c'est un super type. Clair. Donc, après, 2004, on revient. 2004, j'intègre l'équipe de France junior parce que je suis encore junior au niveau international. Je participe au championnat du monde avec bah, une belle équipe. Il y avait Nordine Oubali, il y Mhm. avait Saïd Rachidi, il y avait Philippe Frénois et Alexis. Alexis, Alexis d'ailleurs qui fait médaille de bronze, qui perd contre Amir Khan en demi-finale. Ensuite, 2005 et 2006, bah, il y a le championnat de France senior. Donc, je deviens membre de l'équipe de France senior. Toujours en externe parce qu'à ce moment-là, on me propose d'intégrer l'INSEP. Moi, l'INSEP, à ce moment-là, ce n'était pas ma priorité. Parce que comme je t'explique, moi, mon entraîneur à Lyon était un ancien de l'INSEP. Mhm. Donc, moi, j'avais le confort de pouvoir m'entraîner à Lyon Oui, auprès de mon père qui était veuf, parce que j'ai perdu mon petit pour l'histoire, mais mon père qui était veuf et je suis son dernier enfant, donc je ne me voyais pas partir à l'INSEP, sachant que j'étais pas moins bon qu'eux. d'accord. Je me prétendais pas être bien meilleur qu'eux, mais je n'étais pas moins bon qu'eux, sachant que j'étais numéro un et que je gagnais le championnat de France. Et ensuite, bon, il y a eu comment dire, quelques, quelques imbroglios avec la DTN à l'époque, mais rien de méchant, parce que du coup, moi j'avais un rival au niveau français qui faisait des très bons résultats en équipe de France, qui s'appelle John Mbumba. Donc, tu as sûrement entendu parler. Je Et connais voilà, bien, ouais. après, le truc, c'était toujours le même dit. Moi, j'étais bon, plus jeune, je comprenais, je comprenais pas. Le jeu de la concurrence, ça existe dans tous les sports. Ouais. C'est, mais du coup, il partait un peu plus que moi en préparation. Donc moi, humainement, ça m'avait touché. Et bon, j'avais l'opportunité de pouvoir combattre avec l'Algérie, sachant que moi, l'Algérie m'avait contacté quand j'étais cadet. Ouais. Parce qu'après, il y a eu plein de choses qui se sont dites aussi sur l'Algérie, le fait que je sois en Algérie, que c'était de l'opportunisme, que c'était... Non, en fait, j'avais été contacté en cadet, mon entraîneur n'avait pas voulu à cette époque-là. Et le truc qui était super bien au final, c'est qu'au final, eh ben, ça nous permettait, et à John et à moi, de pouvoir évoluer sur le plan international. D'accord. Donc, enfin, fin 2006, je rejoins l'équipe d'Algérie. Donc, à partir de là, je commence à faire des tournois internationaux, les championnats d'Afrique que je remporte, comme avec Auxerre. Et après, je qualifie pour Pékin, et donc je me qualifie à Pékin, et je finis au pied du podium, cinquième. Hmm. Quel souvenir tu retiens des Jeux? Raconte-nous, c'est pas tout le monde qui va aux Jeux Olympiques. Raconte-nous un peu ce que tu en penses, de ton parcours, de l'ambiance des Jeux. Fais-nous vivre un peu ce que tu as ressenti. Bah, bah, les jeux, c'est vrai que, juste question, Benjamin, on me voit bien, parce que moi, Ouais, je me nickel, vois, on te voit bien. On te voit bien, je me nickel. vois, Tout va bien. Ouais, je ouais. me vois- à Beau titre gosse, personnel, je me bouge vois. pas. Ah, 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 abuse pas, Non, non, abuse bien, pas. bien. Ne bouge Ouais, pas, change pas. et du coup, bah ouais, donc du coup, on arrive à Pékin avec toute la préparation qu'il y a avant, parce que c'est franchement un cycle olympique quand tu es, bah, quand t'es numéro un et que tu sors tout le temps. Franchement, c'est un kiff. C'est un kiff. Alors c'est vrai, je ne rentre pas souvent à la maison, mais je me disais, voilà, capitalise, c'est maintenant que ça se passe. Tu sais pas après ce qui va se passer. Donc du coup, on a fait pas mal de tournois, on est allé à Cuba, beaucoup bourlingué. J'ai beaucoup appris. Mhm. Après aussi, une ambiance d'équipe, c'est moi dans ma chambre, mon colloque de chambre, c'est un mec qui va disputer à Tokyo sa quatrième Olympiade Hmm. avec l'Algérie, ouais, qui s'appelle Abdelhafid Benchabla. Ouais. Abdelhafid Benchabla qui a battu Ludovic Roguet pendant la WSB, enfin que Ludo aussi avait battu. C'est un des top 5 lourds au monde. Maintenant, il est monté en moins 91, mais voilà, à l'époque, c'était mon colloque de chambre. Et, voilà.
On a fait les 400 coups ensemble, donc c'était une super expérience. Donc à Pékin, bah, hormis mon parcours, j'ai pas regardé trop les combats. J'ai vu que tu avais reçu Kadhafi la dernière fois. Oui, la semaine dernière. Le truc qui est fou, c'est que Kadhafi, Bah, il est bon, là, il te salue d'ailleurs. Kedou, Il est là. bon, bah, je vais raconter une anecdote avec Kedou. Bon, un petit peu choquant quand même au jeu. Tu vois. Même si tu as participé à des tournois internationaux, même si, ça reste un truc à part. Ça reste Bien vraiment un sûr. truc à part. Moi, je me souviens qu'en quart de finale, c'était le pire des combats. C'est ni la finale, ni la demi. Le quart de finale, c'est les combats de coupeurs de tête. Les mecs ils peuvent mourir sur le ring. Parce que, automatiquement, quand tu arrives en demi, tu es assuré. Et en quart de finale, ce qui se passe, c'est que je vois Kedou. Kedou et moi, on était dans le même vestiaire. Et là, il y a un truc fort qui s'est passé. Parce que moi, je savais que Kedou, il allait passer. J'en étais Ouais. persuadé. J'avais vu son adversaire, j'avais vu qu'il à Kedou. Mais voilà. Et du coup, je me souviens parce qu'en fait, il s'est passé quelque chose. On n'est pas resté 2 heures ensemble dans le vestiaire. On a tout cassé une vingtaine de minutes. Mais voilà, c'est un truc qui te reste. Tu sais qu'il va se passer quelque chose. Et après, pour te dire, le reste du tournoi, bah, j'avais pas forcément pris d'attention. J'avais même oublié que Alexis, il était en demi. Kedou, Mm. j'ai pas vu sa finale. Ni Daouda, j'ai vu le final de personne au final. Parce que moi, quand je me suis fait éliminer, je voulais pas entendre Bah parler de ouais, rien du tout. Je reste au village, j'avais plus d'entraînement. C'était shopping et sortie. C'est tout ce qu'on faisait d'accord. à Pékin. Très Mais bien. sinon, ouais, les Jeux Olympiques, bah ouais, bah, tu croises tout le monde. Tu Mm. croises tout le monde. Euh, quand tu croisais Kobe Bryant, tu savais qu'il y avait 500 meufs derrière lui. Ouais. Euh, J'avais croisé Roger Federer, pareil, super type, très humble, comme on le voit à la télévision. Il y en a d'autres, j'ai moins accroché. Moins J'ai moins approché, ouais. accroché. Ouais. Bon, il n'y a pas que du bon, hein, dans le sport. Non, après, libre à chacun, tu vois, je suis pas Bien là pour sûr. juger, c'est pour ça que je ne parle pas plus. Mais en tant que sportif, ouais, non. Mais après, voilà, chacun vient comme il veut et chacun son caractère, il faut respecter tout le monde. Mais ouais, il y a un mec comme Roger Federer, moi, il m'a fait kiffer parce que Mm. super calme, super simple. On avait croisé qui aussi? Je me rappelle, il y avait Messi à l'époque. On avait Ouais. croisé Messi, on avait croisé quand même Ouais, il pas y a mal du de beau monde. monde. Il y a du beau monde. Ouais, clairement. Donc, ouais. Pékin, les Jeux Olympiques, c'était vraiment quelque chose. Mm. Cérémonie de clôture, on a Jackie Chan qui vient chanter. Ouais, non, c'était magique. C'était un truc de Mm. fou. C'est bien. Non, ça Donc reste voilà. un grand moment. Après ta carrière amateur, donc le monde pro, raconte-nous un peu le passage vers le monde pro et puis un petit bilan de ta carrière. Je rappelle, hein, 15 combats, 15 victoires. Bah, raconte-nous un petit peu comment ça s'est déroulé après. Euh, alors après, en fait, ce qui se passe, c'est que quand je rentre, le comité olympique algérien, euh, pour chaque Olympiade, ils ont des partenariats avec d'autres comités olympiques. Ouais. Euh, Exemple, tu vois Mariano, entraîneur d'équipe de Oui, France, Gonzalez, oui. il était entraîneur d'équipe d'Algérie avant ça. Oui, tout à fait. Bon, il avait été dépêché par Cuba pour entraîner l'équipe d'Algérie, accord diplomatique, voilà. Et ils ont aussi, le comité olympique algérien, des accords avec le comité olympique américain. Donc le projet, c'était de nous envoyer Ben Chabla et moi aux États-Unis pour refaire un cycle olympique jusque Londres. Et j'ai continué un an, jusqu'en 2009. Il y avait les Jeux méditerranéens, il y avait quand même des échanges. Donc j'ai continué un an. Ça s'est pas hyper bien passé. Ça s'est pas hyper bien passé. Euh, et ouais, non, à cette époque-là, il y a eu des changements dans ma vie. Je planifiais, j'avais rencontré quelqu'un, je m'étais fiancé. Je m'étais fiancé, donc je devais me marier. Donc pour moi, repartir comme ça en bourlingue pendant 4 ans, ça faisait un peu long. Ok. Donc du coup, je décide de passer professionnel. Mais ce qui se passe à ce moment-là aussi, c'est que en Algérie, en fait, après Pékin, quelques temps après Pékin, dans l'année qui a suivi, la fédération algérienne a reçu une proposition
de management de la part du groupe Yvon Michel. Voilà, donc tu vois le groupe Yvon Michel, Oui. et notamment son entraîneur Marc Ramsey, qui s'occupait, enfin, je crois qu'il s'occupe encore de Christian Mbili, il me semble. Oui, c'est ça. Et du coup, j'avais reçu cette proposition pour nous faire signer Ben Chabla, Nounou et moi, en lourd. Cette proposition, on ne l'a jamais reçue. Nous, on ne l'a jamais vue. Le secrétaire général à l'époque, qui est aujourd'hui sélectionneur d'une équipe olympique, mais je tairai son nom parce qu'il reconnaîtra, il faut qu'elle maîtrise le pour lui, ne nous a jamais transmis cette proposition. Donc, du coup, moi, je me suis dit, je vais passer pro. Je vais passer pro, mais comme je te dis, dans le contexte où moi, ben, j'avais quand même pas mal bourlingué en 4 ans, et puis j'avais des plans, moi, pour ma vie d'homme, je me suis dit, je vais m'installer à Lyon et passer professionnel. Donc, je suis passé pro. Et à ce moment-là, nous, dans la région lyonnaise, on avait le club de Faisin qui comptait 13 professionnels en France. C'était le club en France où il y avait le plus de boxeurs professionnels. Donc, je discutais avec l'entraîneur qui me connaît depuis gamin et il me dit voilà, on fait faire un plan rapide sur 8-10 combats en max 1 an et demi, que ça se passe. Et bah, au final, on ne remplit pas les objectifs. Malgré tout, je deviens champion même, donc je ne peux pas lui enlever ça. Donc au bout de mon 6e champion de France. Et après, j'ai dû me séparer du club parce qu'il y avait des problèmes au niveau du management. Au niveau du management, apparemment, je l'ouvrais trop. J'allais pas n'importe où. Et dans une période où lui, sur ses sports professionnels, on avait 5-6 qui allaient avec, je veux pas être vulgaire, mais qui allaient, voilà, quoi, où le vent les menait, et qui prenaient n'importe qui. Donc voilà. Et ensuite, bah, j'ai continué à me gérer moi-même comme j'ai pu. Et puis, j'ai fait les combats. Ok, Voilà. très bien. Dans ce bilan que tu nous racontes du monde éducatif amateur plus professionnel, c'est quoi le plus grand moment que tu retiens de cette carrière? Le plus beau moment pour toi sur le ring, c'est quoi? Oh, il y en a plein. Alors, fais-nous Il y une en a, petite sélection de ce il que, y en de a ce que tu plein. as aimé. Bah, il y en a plein. Il y en a plein. Franchement, après, moi, j'essaye dans mon éducation, on m'a toujours appris, celui qui se contente de peu ne manque jamais de rien. Donc, moi, même des petites victoires, des fois, je vois ma première victoire, je croise encore le mec que j'avais battu à cette époque, il y a 22 ans de ça en arrière. Mais, tu vois, c'est une petite victoire. Après, c'est vrai qu'il y a des moments dont on parle souvent, et des moments dont on parle souvent. Alors, en boxe amateur, et là, Kedafi, je crois qu'il ouvre bien ses oreilles parce qu'il fait très, très souvent référence, ce Sagouin. Donc, en amateur, je dirais la finale du championnat de France 2006. Ouais. Finale du championnat de France 2006. Euh, on en parle souvent, bah, je crois, bon, on est 15 ans après, on en a encore parlé la semaine dernière. Et en plus, ce qui était bien, c'est qu'avant, les finales n'étaient pas trop diffusées, que cette année-là, la fédération avait fait un DVD. Donc, le DVD était sorti et tout le monde l'avait vu. Ouais. Ce qui se passe, c'est que moi, j'étais sur la Select, en équipe de France, et que John Mbumba faisait énormément de résultats, donc il y avait le grand coup. Et ce qui se passe, c'est que le matin du combat, dans l'équipe, euh, donc André Arnaud Fournier, qui est le journaliste boxe de l'équipe, dit que bah, malgré ma victoire de 2005, malgré mon titre de 2005, et vu la progression de John, il y avait peu de chances que je reste numéro 1 le soir même. Et bon, moi, je lis ça, je te dis à 20 ans, parce que j'ai pas encore mes 21 ans, j'avais un petit peu les jambes qui tremblaient, parce qu'à ce moment-là, j'ai pas le recul que j'ai aujourd'hui, donc mon sang, il a fait qu'un tour. Et dans mon coin, j'avais Saber Bouzayan, et puis j'avais Ouais. deux anciennes équipes de France qui ont été d'une très très grande aide. C'est comme des grands frères. C'est Frédéric Esther, tu as Oui. connu, Oui, Génération 96 aussi. champion d'Europe du 71, Ouais. et Frédéric Serra. Oui. Frédéric Serra, Ouais. vice-champion du monde Tout à amateur, fait. champion de Ouais. France pour léger. Voilà, donc eux sont dans mon coin et ils me regardent, ils me disent, avec leurs yeux de grands frères, ils me disent, mais qu'est-ce que tu t'en fous, en fait, c'est qu'un papier, tu vois. Et moi, j'étais pas bien, tu vois. En Ouais. fait, Ça t'avait perturbé ce truc-là. ouais, ouais, non, Ouais. clairement, ça m'avait déstabilisé.
Mais en même temps, j'étais sûr de mon potentiel aussi. Donc, je me disais, pourquoi en fait? Pourquoi on me traite comme ça? Pourquoi, tu vois, tu as l'impression que le monde il est contre toi, alors qu'en fait, il n'y a rien du tout. Tu vois, avec le Sûr. recul, je me Ouais. dis, c'est de la gnognotte. Mais à ce moment-là, plus jeune, tu dis, en fait, vous me méprisez à écrire ça. Et Ouais. voilà, une seconde. Reprends des forces. J'adore l'eau. Je t'en Dans prie. 20 ans, dans 20 ans, il n'y en aura plus. C'est ça. Vous connaissez cette phrase? Ouais, ouais. On va tout. Bon. Et donc le soir, on arrive au combat. Et moi, je vois que même dans les vestiaires, on me regarde du genre. Tu vas te faire défoncer. Je sens la tension, moi. Mm. Mais à ce moment-là, quand j'arrive dans le combat, quand je fais mon sac, je pars de l'hôtel, je vais à la salle, je me dis, vous allez voir. Vous allez voir si je suis pas le gosse de mes parents. Mm. Box, on monte sur le ring, et moi, je vois John, quand même, sûr de lui et tout. Mm. Ah, je dis, bon, hein, c'est comme ça que ça se passe. Ouais. Le combat, le premier coup de donne, je pars, et moi, je sais, stratégiquement, mon game plan, je le connais. Le mec, il est explosif. Il va. Non, après, derrière, il a fait cinquième aux Jeux Olympiques, donc c'est pas n'importe qui en face de moi. Et je sais Ouais. qu'il va super vite. Les deux premiers rounds, il va super vite. Mais le truc, c'est quoi? C'est que l'année d'avant, je le mets déjà KO. Donc je sais comment ça va se passer à peu près. Donc je me mets sur les jambes et au bout de. On a regardé, après on a regardé dans les archives, au bout de 37 secondes, euh, 37 secondes, moi je sais que prépare du bras avant et puis il lâche bien son bras arrière en ligne. Et il te surprend parce qu'il est hyper explosif. Donc moi j'anticipe son bras arrière, je décale, je mets un uppercut au plexus en même temps. Je mime bien. Ah C'est Benjamin, bon, est-ce c'est bon. que Ouais, c'est bon, c'est bon. Je l'ai. je sors de l'axe, je mets mon uppercut et je reviens au crochet bras avant. Et lui, il ne s'attend pas au crochet du bras avant. Mm. Il tombe, il convulse, fin du combat. Mm. Et là, c'était au Palais des Sports de Saint-Quentin, silence. Un silence de mort. C'était un enterrement. Et d'un coup, tout le monde se lève. Ah, ils m'ont fait une standing ovation. C'était, ouais, non, c'est un truc de fou. Et Kedou, toute l'équipe de 2004-2008, ils charrient souvent John avec ça. Mm. C'est vrai que c'était un grand moment. Ouais. Très bien. Très bien. Parle-nous un peu de l'actualité. Alors, est-ce que tu vas boxer encore? Il y a Octaï qui nous pose la question là dans les messages. C'est pour quand le comeback? Qu'est-ce que tu as prévu de faire dans les mois, années qui arrivent? Octaï Takalak, l'ancien champion de France des plumes. Là, il y a marqué Octaï, c'est son pseudo. Oui, C'est Takala, Octaï, c'est lui. C'est ça. Octaï Takalak, l'ancien champion de France des poids plumes. Alors, lui, il est marrant parce qu'il a quoi? Il a 27 ans. Le mec, il s'entraîne aux États-Unis, il veut plus boxer. Et quand je parle avec lui, bref, il a connu l'aventure américaine, il devait signer là-bas, c'est pas fait. Le mec, il est rentré, il a tout arrêté. Ça, lui, c'est un gâchis. Donc, parle-moi, toi, de comeback, Octaï. Moi, me concernant, ben, c'est pas un comeback parce que, bon, je devais boxer en octobre. Mhm. Euh, Pareil, je suis encore champion de France des poids lourds. Mhm. Euh, Après, la situation aussi fait que c'est pas évident. Mais moi, je fais ça, boxer. Je fais ça, hein, je Ouais. suis pas. Voilà. C'est. Toi, Non, t'es disponible si demain on t'appelle pour un truc sérieux. Toi, t'es là, tu boxes. clairement. Clairement. Clairement, bah, tu as essayé de m'appeler tout à l'heure, je sortais de l'entraînement. Ouais, ouais. Donc tu te maintiens, t'es en forme. Est-ce qu'en ce moment là en poids lourd, est-ce que t'as envie? Il y a des gens que t'aimerais boxer, par exemple. Non, non, ça fait mal les poids lourds, Benjamin. Ça fait de boxer personne, à cette heure-ci. Non. Non. Ah, 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 hein? À la rigueur, tu me dis un moyen, peut-être, mais non, non, sérieusement, en poids lourd. Franchement, un mec que j'aimerais boxer parce qu'on a vécu lui et moi, c'est Derek Chisora. Ok. Parce qu'il est encore là. Le mec, il a pas mal de défaites quand même. Et bah, je crois qu'il est dans le top 20 box rec. Ouais, mais il boxe, il prend tout le monde, il boxe quoi. Et il a une grosse fanbase. À Londres, c'est un truc de fou comment il a apprécié. Ouais. Moi qui été plusieurs fois, je l'ai préparé, je crois, 3 ou 4 fois, Derek, dans des camps d'entraînement.
Ah, il a une grosse fanbase, il est apprécié. Il a un petit peu le rôle du gangster et tout. Bon, tu leur mets deux dans le nez, c'est fini, il n'y a plus de gangster. Mais il a un petit peu le rôle du. Voilà, quand il marche dans l'ombre, voilà, quoi. Tu sens que pour eux, il dégage quelque chose. Juste pour eux. Clairement. Ok, ok, ok. Raconte-nous un peu aujourd'hui dans la vie de quoi tu vis aujourd'hui, ton métier. Raconte-nous un peu comment tu organises tes journées au quotidien en parallèle de l'entraînement. Alors, bah là, actuellement, je suis en vacances, mais même en vacances, j'ai un planning hyper chargé. Donc, bah, moi, mon boulot, moi, je suis éducateur jeunesse. Je suis éducateur jeunesse dans ma ville ici à Vaux-en-Velin. Mhm. Et la boxe a été grandement une alliée parce que du coup, c'est pas mon aura de champion et le fait que je puisse être écouté dans les quartiers que bah, la ville m'a sollicité. Moi, je parle de moi, mais comme énormément de boxeurs aussi, des anciens de l'équipe de France ou pas forcément, qui sont sollicités par leur ville, parce que les boxeurs ont quand même une certaine aura et ils sont quand même un certain exemple pour la jeunesse. Après, à côté de ça, moi, j'ai d'autres activités. Euh, bah, je suis toujours boxeur professionnel. Oui, Donc, du coup, mon employeur, qui est la mère de ma commune, bah, me permet de m'entraîner quand même assez convenablement. Et aussi, je suis président d'une association, là, la pugilistique. oui. Et en fait, par cette association, je développe euh, d'activités via la boxe. Via la boxe. Je fais des initiations déjà comment dire, j'en perds mon français, des, bon, je reviendrai dessus. Je fais des innovations auprès de beaucoup de publics pour démocratiser la boxe. Démocratiser, d'accord. Pour démocratiser la boxe Mais que auprès à de. destination de la jeunesse ou aussi les adultes? Non, ah non, 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 justement, voilà, justement, je m'en sers comme d'un outil pédagogique, comme beaucoup de monde, hein, je ne suis pas le seul à faire ça, Bien je ne sûr, l'ai oui. pas inventé, mais je m'en sers comme beaucoup de monde euh, à, 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 en, comment dire, à travers divers publics, comme vous avez sûrement à l'Apollo. Oui, Et en fait, j'ai plusieurs activités. Exemple, je travaille avec des structures de jeunes en difficulté, tu sais, des ouais. structures protection judiciaire de la jeunesse, pour canaliser certains jeunes ou pour en émanciper certains autres quand ils sont un petit peu trop timides. Je travaille aussi avec des structures handicapées pour permettre justement aussi à des personnes handicapées de pouvoir faire du sport et pouvoir faire de la boxe. Parce que quand on croise, il y a beaucoup de monde, il y a énormément de gens qui aiment la boxe en France et dans le Bien monde. sûr, absolument. La boxe, c'est malheureux, hein, j'explique. C'est un sport qui est naturel. En fait, c'est une action qui est naturelle. Se défendre, c'est une action qui est naturelle. Voilà. Alors, certains Clairement. se défendent en criant, d'autres moi, je leur apprends comment se servir du langage corporel pour se défendre. Ouais, très bien. Pas pour agresser, on est d'accord. Non, bien sûr, oui, oui, c'est ça. Non, mais ça Voilà. reste aussi un outil, il faut le dire, un outil aussi d'émancipation, un outil de Clairement. développement personnel qui est excellent pour tout le monde. En fait c'est clairement, on le dit jamais assez souvent, c'est une école de la vie, la boxe. Bien Quand sûr, c'est bien expliqué, la boxe c'est clairement une école de la vie. Parce bien que, sûr. comme je t'ai dit, je travaille avec des gens en difficulté, je travaille aussi avec des femmes battues. Voilà, et là aussi, pareil, un créneau qui est hyper important parce que quand tu es face à des personnes, des femmes en plus, qui ont été victimes de violences, bah, automatiquement, le discours, il doit être très, comment dire, égrené, Mhm. choisi les mots, les méthodes de travail, et voilà, c'est pour vraiment leur faire comprendre qu'à un moment, elles ont été victimes, que plus qu'elles le soient, en sachant se défendre et en ayant du répondant. Voilà. D'accord. Eh ben, écoute, bravo pour cet engagement, Oh, vraiment très non, bien. je fais rien de plus que les autres, hein. J'ai peut-être fait sur les autres, on me donne des idées, j'en
certaine, rien ne m'appartient. La vie, c'est comme ça, Benjamin. Non, non, mais ça fait partie aussi de ta personnalité de pouvoir partager. C'est appréciable de le voir en tout cas. Après, pour moi, c'est quelque chose qui me paraît naturel. Dans la vie, tu apprends. Voilà, t'es qu'un conducteur, c'est tout. Bien sûr, mais ça fait plaisir de voir toi, des jeunes des anciens qui ont envie de transmettre comme ça. C'est sûr que c'est touchant. C'est T'as touchant. pas dire jeune, hein? Je suis pas Non, vieux. non, non. Non, non. Nefel, moi, il y a un dernier point que je Attends, voudrais. Vas-y, un truc sur lequel on galère aussi souvent. Mon prénom est Naoufel. Naoufel. Alors, de manière mémotechnique, tu dis que le premier E, c'est un A. Parce Ouais. que c'est vrai, même Jean-Pierre Naoufel Cosségal, Ouattara. c'est ça. Ouais. Exactement. Parce que même Jean-Pierre Cosségal, qui me connaît depuis les amateurs, même quand il me présente des fois, il galère. Je dis Jean-Pierre, Ouais, ouais. je lui mets Naoufel, c'est un vrai. coup d'épaule comme ça. Jean-Pierre, qu'est-ce que tu fais? Donc voilà. Très bien. Un dernier point, moi, que je voudrais évoquer avec toi. Aujourd'hui, on te reçoit et tu avais prévu une petite surprise pour nous. Tu voulais te filmer ailleurs que chez toi aujourd'hui. Et aujourd'hui, Ouais. tu voulais te filmer dans un endroit parce que tu voulais faire un peu la surprise à tout le monde. Tu voulais te filmer dans une salle Apollo, mais pas laquelle, pas n'importe laquelle, c'est celle de Lyon. Parce qu'effectivement, très prochainement, il y a une salle qui va ouvrir à Lyon, une salle Apollo, au cours Lafayette. Et je suis très fier et je suis très heureux que tu puisses partager un bout de l'aventure Apollo avec nous à Lyon. Et donc, j'annonce à tout le monde que cette salle va ouvrir dans quelques mois, qu'il va y avoir plein de choses qui vont se créer et que Naofel fera partie de l'équipe pédagogique qui donnera des cours dans cette salle et que vous aurez plaisir à partager du temps avec lui et avec toute l'équipe. Donc, je voudrais déjà te remercier, puis je vais te laisser te dire un petit mot sur cette aventure qu'on va commencer à partager ensemble avec l'Apollo. Ouais, donc clairement, bah, comme on disait tout à l'heure dans notre échange, et puis aussi avec Thomas, bah, Thomas, je te salue si tu es en ligne. Il nous regarde, ouais. D'accord. Et ben, le truc, c'est que ouais, je pensais moi que bah, je me suis dit, tant qu'à faire, en faisant les choses, on fait l'interview avec Apollo. Il y en a un qui ouvre ici chez nous à Lyon. Je suis sollicité en tant que coach, je suis sollicité aussi sur l'interview. Bah, pourquoi pas allier le truc. Donc c'est vrai que c'est un peu dommage que je puisse pas être là-bas. Bah, qui sait dans le futur, pourquoi pas pour une autre interview. Mais c'est vrai que nous, on trépigne ici que ça ouvre, parce que c'est un beau secteur déjà que vous avez choisi, et puis que les gens aiment la boxe. Et on me demande, moi, je suis énormément sollicité sur le coaching. Et donc après c'est vrai que alors on n'a qu'une hâte, c'est que bah au niveau de cette pandémie, En plus, qu'on retournait en salle, hein. Ouais. clairement j'en discutais aussi avec une salle qui fait fureur à Marseille, Mhm. le Marseille Boxing Club. Oui. Sam aussi, il nous regarde. Il est là aussi, il est là, je l'ai vu. Ouais. Sam, voilà, ce que vous faites, ce que Sam y fait, j'ai pas de mots pour vous féliciter, parce que, pareil, ayant bourlingué beaucoup aux États-Unis aussi, bah, vous vous êtes inspiré aussi de ce qui se fait aux États-Unis. C'est malheureux que ça arrive aussi Absolument. tard. Mais clairement, voilà, à Londres, pareil, je vais très souvent à Londres. C'est quelque chose qui est ancré dans les Ouais, mœurs. c'est démocratisé, c'est sûr. Cette façon de voir la boxe, elle est un peu différente que ce qu'on avait habituellement en France. Bah, en fait, c'est juste, voilà, parce que les gens aiment la boxe. Faut pas Bien se sûr. mentir. Faut arrêter de croire qu'ils aiment le curling ou quoi. Non, c'est culturel. C'est un sport majeur, c'est sûr. Exactement ça. Historique. Voilà, je respecte le curling, hein. Il faut des adhérents, il faut des fans de partout. Mais la boxe, c'est la boxe. Bien C'est sûr. ni le Ça, foot, c'est ni le rugby, irremplaçable. Ouais. ni le basket. Alors que ça draine énormément de monde. Mais la boxe, c'est universel. C'est universel. C'est universel. Exactement. Et on va partager donc tout ça prochainement avec toi et avec toute l'équipe pédagogique. On va présenter tout le monde hein, au fur et à mesure des mois qui vont arriver. Mais un Mhm. gros projet qui arrive à Lyon, donc Cours Lafayette, l'Apollo 69. Et vous allez voir qu'on va partager des bons moments ensemble et on espère que vous serez au rendez-vous. Voilà, Bah, le projet même, c'est que à moyen voire long terme, c'est qu'on organise même des galas avec à plaisir, l'Apollo. bien sûr, complètement. Maintenant, que tout ça à huis clos et que voilà, eh ben, je pense qu'on aura une très belle salle là-bas. J'attends de voir ce que ça donne, mais j'en doute pas. Ça va être une très belle salle. Et après, faire des beaux galas à l'Apollo et puis les diffuser, parce que, pareil, maintenant il y a les diffuseurs, tout se passe sur Internet.
Actuellement, on y est et tout se passe par Internet maintenant et vraiment à donner aux gens des beaux combats et leur faire plaisir avec de la boxe, tout simplement. Eh ben, complètement. Écoute, je voudrais vraiment te remercier, Naoufel, d'avoir passé du temps avec nous aujourd'hui. C'est Ah, vraiment très gentil d'avoir oui, partagé. c'est fini. C'est fini, c'est bon. C'est fini, ça y est, c'est bon. Non, je plaisante. C'est bon, Ah, non, vraiment, c'était cool. Je reviendrai s'il faut. Euh, bien sûr. Si j'ai cette activité, espérons, vu qu'il y en a un qui m'a déjà envoyé au cimetière. Ouais. Mais non, non, vraiment, vraiment, merci à toi, Benjamin, merci à toute l'équipe de l'Apollo. Et puis, ouais, au plaisir de nous croiser prochainement. Absolument. Donc, je rappelle à tous nos spectateurs vraiment qu'on a partagé un moment avec Nefel Ouatta, donc champion de France des Non, mais non. Naoufel Voilà, Ouatta. Naoufel Ouatta. Voilà. voilà, c'est lui, c'est lui. On a partagé un moment avec lui, champion de France professionnel des poids lourds. Il a également été 5e aux Jeux Olympiques de Pékin. Prochainement, donc, à l'Apollo 69, on espère très, très rapidement. Et vous Ouais. pouvez retrouver donc cette interview sur le compte Instagram de l'Apollo Sporting Club. Merci beaucoup à toi, en tout cas, pour ce temps qu'on a partagé. Et n'hésitez pas à prendre contact bientôt sur les réseaux sociaux avec l'Apollo 69. Ça Naoufel, marche. merci à toi. Merci à vous. À très bientôt. Et puis, on se tient au Boum. courant. Et bonne soirée à tous. Ciao. Ciao.